tous. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre cinquième webinaire. C'est un plaisir pour nous de pouvoir accueillir nos intervenants et notre modératrice pour cette cinquième session autour de l'innovation agricole. Donc, avant de commencer déjà, voilà, pour rappeler pour ceux qui viennent d'arriver de bien vous renommer avec nom et prénom, peut-être indiquer aussi depuis quel pays vous nous rejoignez, que ce soit dans votre intitulé, soit dans la petite boîte de discussion. Pour faciliter les échanges et notamment les interventions de nos intervenants, le mieux, c'est que vous puissiez couper vos caméras et votre son. Normalement, le son est bien désactivé, mais je vois que certaines personnes ont activé leur caméra, donc de laisser vraiment la vidéo pour nos intervenants, d'avoir une meilleure qualité de son, une meilleure transmission de ce webinaire. Et puis, du coup, durant les interventions, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, vos remarques dans la boîte de discussion qui seront adressées par notre modératrice à nos intervenants dans la seconde partie après leurs interventions. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Morgane qui va introduire ce webinaire et également notre modératrice et nos intervenants. Donc, merci à tous. Merci beaucoup Anne-Sophie pour tous ces détails techniques. Bienvenue à tous pour ce webinaire dédié à l'innovation agricole dans le cadre de ce cycle dédié à l'innovation et à la RSE. Et je vais de suite introduire Dr Viviane Ukuma Chichele, qui est aujourd'hui notre modératrice, la modératrice de ce webinaire. Et donc pour vous la présenter, je vous dirais que Viviane est spécialiste en RSE, environnement et développement durable. Elle intervient pour le compte de plusieurs incubateurs au Congo et ailleurs dans le monde dans l'accompagnement de porteurs de projets qui aspirent à déployer des pratiques éco-responsables. Donc, elle est basée entre le Congo et la France et à la tête d'une société congolaise qui s'appelle Horizon International, une société qui accompagne donc les entreprises dans la mise en œuvre de leur démarche de responsabilité sociétale. Viviane est également formatrice sur les problématiques de changement climatique, d'économie circulaire et d'écologie industrielle. Elle est aussi entrepreneure à la base de différentes initiatives bénévoles, dont Vianney Agriculture et Environnement. Donc, aujourd'hui, vous aurez le plaisir d'avoir avec nous Dr Viviane Ukuma Chichele pour modérer cette session et vous présenter les intervenants de ce cycle. Donc, bon webinaire à tous et merci d'être parmi nous encore une fois. Viviane, je te laisse la parole. Oui, merci Morgane, bonjour à tous, bonjour à tous les participants et merci à RSE et PEV pour ce cycle de webinaire très riche en informations mais aussi en partage d'expériences. Et donc, justement, aujourd'hui, nous aborderons un webinaire qui rentre dans le cadre de ce cycle avec le thème « Innovation agricole, RSE et transition agroécologique ». Nous savons tous qu'encore aujourd'hui, malgré toutes les alertes sur les changements climatiques, les productions dans le secteur agricole ou même au niveau des productions dans le secteur énergétique, toutes les pratiques utilisées concourent généralement sont réalisées généralement avec des systèmes d'exploitation à forte intensité d'intrants. Et donc, étant donné ces alertes-là, liées au réchauffement climatique et à tout ce qui est mis en œuvre pour faire face à ces problématiques, plusieurs initiatives ou des projets voient le jour avec pour ambition d'évoluer vers des systèmes plus respectueux de l'environnement et donc des systèmes plus écologiques. C'est donc dans ce contexte que s'inscrit la transition agroécologique, qui va être le processus par lequel un modèle agricole existant est changé pour répondre aux crises que traverse ce secteur. Et à côté de la transition agroécologique, nous aurons des sous-ensembles, on va dire, du développement durable, comme la transition énergétique. On parlera également d'économie circulaire. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, donc, nous mettrons un peu plus l'accent sur le volet transition agroécologique, avec différentes initiatives qui seront présentées par les intervenants de ce webinaire. Un exemple sera par exemple mis en œuvre par Monsieur Dionisi, qui est donc chargé de mission développement durable et coopération internationale
notamment avec le projet Kikaogan sur le cacao qui est développé au Cameroun. Monsieur Florent Dionisi évolue dans un lycée agricole depuis 2007 et donc le projet qu'il nous présentera tout à l'heure est un projet qui a été initié depuis 2013. Nous poursuivrons ce webinaire avec Monsieur Boudiara, qui est le CEO d'Ibris Green Energy and Green Business, Agribusiness, implanté donc au Sénégal et il évolue également en France. Monsieur Bou abordera le thème de ce webinaire sous un triple angle axé notamment sur l'innovation, sur la finance verte et aussi la transition énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Monsieur Bou, fort d'une expérience professionnelle au sein des grands groupes français, il a démarré sa carrière en tant que chercheur sur les systèmes de dépollution diesel et a peaufiné son expertise dans le secteur des énergies renouvelables chez GB Solar à Paris en tant que cofondateur. Et GB Solar est une société chargée du développement des projets de centrales photovoltaïques pour les grands comptes français. C'est en 2010 qu'il décide de rentrer au Sénégal pour la mise en place de la première unité de panneaux solaires en Afrique de l'Ouest. Et depuis, Monsieur Boudiara met son expertise au service de grands programmes, tels que le programme de développement des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de l'UEMOA, en collaborant également, il collabore également avec des sociétés telles que la Société ouest-africaine de production de LED pour l'installation de plus de 100 000 lampes LED dans les bâtiments administratifs au Togo, en Guinée, et au Bissau et au Mali. Et tout ceci en partenariat avec l'UNORA. Et donc, pour rester sur les volets transition énergétique, sur les questions liées donc à cette problématique, de nombreuses initiatives innovantes voient également le jour un peu partout dans le monde et aussi en Afrique. Ça va être le cas, par exemple, de l'émergence dans certains pays en Afrique, de la mise en place d'unités de production de charbon écologique. Quand on sait quels sont les effets néfastes du charbon de bois sur la santé, sur l'environnement, et étant donné le contexte climatique actuel, ces initiatives voient de plus en plus le jour. C'est ce thème donc qu'abordera M. Bibila, André Destin Kimpolo, qui est donc le CEO de la société Oumela Biocharbon, implantée au Congo-Brazzaville. Monsieur Bibila est un militant écologiste et éco-entrepreneur, électrotechnicien diplômé de l'École supérieure nationale polytechnique de l'Université Marien Ngouabi, donc en République du Congo. Son entreprise, Oumela Biocharbon, établissement Oumela Biocharbon, est une entreprise leader nationale dans la transformation des déchets de biomasse végétale issus des ménages ou de l'agriculture en charbon écologique. Une fois de plus, merci à tous les participants. Je suis donc Viviane Tchichele Okumamela et je vais modérer ce webinaire et n'hésitez donc pas à poser vos questions le moment venu lorsque les échanges seront, lorsque nous passerons au moment des échanges. Ce webinaire qui, justement, dont l'enjeu va être non seulement de situer la responsabilité sociétale au milieu de toutes ces initiatives, de voir comment les démarches de RSE aident à promouvoir, aident à développer ces initiatives qui seront présentées, afin d'inspirer d'autres initiatives, et donc les ambitions exprimées en matière d'innovation et de transition agroécologique seront justement comment est-ce que ces ambitions sont justement soutenues par les démarches de responsabilité sociétale, en sachant que différents principes sont liés à la responsabilité sociétale. Nous aurons l'occasion de voir comment par ces initiatives, tout le volet sociétal est abordé dans les sociétés, dans les zones géographiques également d'implantation. Sans plus tarder donc, je vais passer la parole à Monsieur Florent Dionisi, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est chargé de mission développement durable et coopération internationale pour le projet Cacao au Cameroun. Monsieur Florent Dionisi, je vous passe la parole. Merci pour cette introduction. Alors, je ne sais pas si vous avez le diapo ou s'il faut que je partage mon écran.
Alors Florent, là, moi, j'ai inséré vos slides, mais c'est comme vous le souhaitez. C'est soit vous me demandez de changer la slide, soit je peux vous laisser le partage d'écran. C'est comme vous le souhaitez. Non, mais allez-y, si ça fonctionne de votre côté, ça va être plus simple. Parfait. Alors, du coup, voilà, OK. Juste pour, alors oui, l'export n'a pas forcément hyper bien marché, mais donc du coup, moi, je me présente, donc Florent Dionisi, je suis chargé de mission, donc comme ça a été dit, développement durable et coopération internationale dans un établissement de formation agricole publique depuis une quinzaine d'années. Et donc, je veux bien que les slides déroulent. Il faut savoir que l'enseignement agricole public a 5 missions, juste pour le petit contexte, hein, l'éducation, forcément, hein, former les jeunes à des diplômes, l'insertion professionnelle et sociale, l'expérimentation, l'animation du territoire et la coopération internationale. Et c'est à travers ces 5 missions que l'enseignement agricole, en fait, impacte pas seulement sur la formation des jeunes, mais aussi sur son territoire, sur l'innovation, sur le lien avec les acteurs. Et c'est une mission que le ministère a confiée à l'enseignement agricole technique. Donc, quand je parle d'enseignement agricole technique, c'est vraiment jusqu'on va dire au niveau BTS. L'autre slide, s'il vous plaît. Dans le cadre de la coopération, du volet coopération de l'enseignement agricole, il y a, suite au discours d'Emmanuel Macron à Ouagadougou en 2017, l'enseignement agricole a pris 4 engagements euh, pour l'Afrique. C'est le soutien aux réformes des dispositifs, hein, l'intensification des mobilités, la co-construction de formation et le soutien aux jeunes entrepreneurs. Ça, c'était important d'avoir ces 2 slides-là pour savoir dans quel contexte, en fait, Kekaongan, le projet qu'on a développé, il entre. Et comment aussi il a irrigué notamment le travail autour de ces 4 engagements. Donc, Kekaongan, c'est quoi? Kekaongan, c'est la coopération de 2 établissements agricoles, d'enseignement agricole, qui, à un moment donné, décident de se jumeler avec comme support la création d'un atelier de transformation du cacao en chocolat. Alors vous allez me dire, il n'y a pas d'innovation là-dedans. Ben, quelque part si, puisque la transformation du cacao en chocolat n'était pas faite au Cameroun de manière, on va dire, académique. Donc pas de formation derrière. Et c'est surtout que globalement, la transformation, elle est toujours dans les pays du Nord. Et là, l'idée, c'était vraiment de créer une filière, d'engager tous les acteurs pour garder la valeur ajoutée du produit sur place, donc au Cameroun. Donc techniquement, la transformation n'a rien de compliqué, mais c'est surtout la complexité, ça a été de mettre les acteurs ensemble pour travailler quelque chose de commun. Donc la slide d'après. Donc voilà, en fait, alors on ne voit pas l'ensemble, mais il y a dans les partenaires sur ce projet-là, en fait, il y a les 2 structures. Les 2 structures qui se sont mis en jumelage, donc 2 établissements agricoles, on va dire, basiques. Il y a les producteurs et les transformateurs. Ça sont d'autres types de partenaires parce qu'on ne pouvait pas travailler la transformation du cacao sans intégrer les producteurs et les transformateurs à notre démarche. Et il y a aussi les collectivités territoriales au nord et au sud, qui sont des parties prenantes importantes, tant au niveau financier qu'au niveau de la gouvernance du territoire. Hein. Il y a aussi le centre de coopération qui est à Yaoundé, qui est un centre de coopération en fait, qui est né de la volonté des 2 pays de travailler ensemble et d'avoir surtout un point de chute commun pour pouvoir se retrouver. C'est à la fois un lieu logistique et aussi un lieu d'expérimentation, puisque sur ce lieu-là, on retrouve un atelier de transformation qui permet de tester à une échelle, on va dire, artisanale,
tout type de transformation. Donc, j'essaie de rester dans le timing. Donc, sur l'autre slide, donc voilà, en fait, faut bien comprendre que ce type de projet pour des écoles d'agriculture, ça permettait de sortir de l'enseignement, on va dire, académique et de le rendre concret. Donc, ça a permis de notamment mettre en place un atelier comme support de formation, alors qui sert de formation aux apprenants de l'école d'agriculture, mais qui sert aussi de lieu de formation pour les producteurs de cacao, de formation continue. On a beaucoup travaillé sur la qualité de la fève dans les premières années parce que c'était vraiment capital pour les producteurs et pour les transformateurs que la fève soit qualitative, mais ça a posé aussi des questions, ce travail de formation sur l'accès à la formation des producteurs, parce que une formation, c'est un coût, il y a des formateurs en face qui payent quoi, pourquoi. Et donc finalement, cet atelier pédagogique, il a soulevé pas mal de questions. Forcément, pour l'école d'agriculture, c'était écrire un module qui n'était pas un module agroalimentaire, mais bien un module sur le développement durable et le commerce équitable. La question de la transformation de la fève du cacao n'était qu'une excuse pour aborder plus largement la problématique de l'agriculture et des bonnes pratiques, hein, surtout en termes de cacao et autres. Donc voilà, ça a été un bénéfice pour les deux écoles de se réunir, de réunir les équipes et de créer un module qui n'existait pas, développement durable et commerce équitable. On a fait le choix de scinder. On pourrait dire que commerce équitable se retrouve dans développement durable, mais pour plus de lisibilité, quand on a fait les premières réunions, notamment avec aussi la population qu'on a intégrée, mais le terme de commerce équitable n'était pas forcément quelque chose soit de connu ou soit de vu de manière positive. Donc, on a passé aussi du temps à décrypter le concept en sortant, en déconnectant le commerce équitable de aussi tout ce qui est labellisation, Max Havelaar et autres, parce que la labellisation n'est pas forcément la définition du commerce équitable. Donc, ça, c'est aussi un bénéfice pour les deux structures. Forcément que la reconnaissance et l'intégration dans le territoire local de la structure, des deux structures, ça a été quelque chose de très positif. Lancer un tel projet, ça a permis du recrutement, ça a permis de donner une meilleure lisibilité aux métiers de l'agriculture, qui en France comme au Cameroun ne sont pas forcément bien considérés. En France, on dit toujours, on envoie dans les écoles d'agriculture les élèves qui sont mauvais. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une formation au rabais aujourd'hui et les problématiques qu'on évoquait en début de webinaire le prouvent. Aujourd'hui, nos apprenants font partie des apprenants qui maîtrisent les concepts de développement durable par rapport à d'autres formations qui sont non agricoles parce qu'on a une proximité du terrain qui est là. Donc ça, c'est pareil, hein, le développement de ce projet a permis de questionner la place de l'enseignement agricole dans le monde de l'enseignement global, aussi bien au Cameroun qu'en France. Et ça a été aussi un moyen de reconnaissance de cette expérience au niveau des différents ministères. En France et au Cameroun, cette expérience-là sert aujourd'hui de repère, excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Allô? Oui, on vous entend, Florent, allez-y. Oui, ça a coupé, j'ai reçu un appel. Donc voilà, la reconnaissance, elle est importante au niveau ministériel parce qu'elle nous permet de ne pas rester dans une initiative isolée. C'était vraiment pas l'objectif, c'était de dire on tente quelque chose qui peut se dupliquer. Donc c'est le rôle de l'école de créer des outils duplicables dans d'autres contextes. Donc ça, c'était pour la partie des établissements. Sur la slide d'après, du coup, voilà, pour les producteurs et les transformateurs,
ça a été une opportunité en fait d'avoir accès à un outil opérationnel. Aujourd'hui, la formation des producteurs, le renforcement de capacité des producteurs au Cameroun est supporté par la Chambre d'agriculture, mais il manque d'outils opérationnels pour mettre en situation un producteur, notamment à faire la transformation. Donc ça a été un autre aspect très positif du projet, d'avoir cet atelier de transformation. Pour des producteurs, ça a été une découverte de se dire que ben, mon produit, je peux aller jusqu'à lui donner une valeur ajoutée, je ne vais pas dire x10, mais presque. Donc, ces temps d'ateliers de formation, ça a été l'occasion de réunir à la fois ce côté académique et ce côté producteur, transformateur du territoire en plus, avec un accès libre à cet outil-là, avec des formations continues qui ont été écrites spécifiquement, donc pour bien accompagner le projet du cacaoyer à la tablette, hein, comme c'est écrit, pour bien aussi faire entendre aux producteurs que ben, la qualité première du produit impacte jusque sur la transformation. Donc là, je vous résume une dizaine d'années de projets et d'apports. Hein. Aujourd'hui, en termes de producteurs et transformateurs, on tente de mesurer, mais on est à plus de 3000 personnes qui ont pu suivre ces formations. Le, la chose aussi positive sur la création d'un outil comme ça dans nos écoles, c'est que ça a permis de de créer des chaînes de valeur. Je m'explique, tout l'équipement de l'atelier a été conçu sur place, par exemple. Et donc ça a permis aussi de renforcer des capacités des constructeurs, soudeurs, plombiers, tous les métiers locaux, et ça a permis de donner de la valeur aussi dans ce territoire. Je pense notamment à l'infographe qui a travaillé sur le cartonnage des tablettes de chocolat. Ben, voilà, ça a permis, lui, ça lui a permis de créer de nouveaux produits. Donc ça a aussi eu un impact sur toutes ces chaînes de valeur. Et alors, ça paraît bête à dire, mais l'amélioration des conditions de vie, c'est aussi une des priorités qu'on se fixe dans le projet. Ce projet doit donner de la valeur ajoutée au produit pour accéder à d'autres, voilà, une amélioration des conditions de vie. Donc, sur l'autre slide, là, en termes d'innovation, la commune d'Ebolova, donc qui est le territoire de l'école, le fait de lancer une dynamique autour du commerce équitable et du développement durable, on a saisi, nous, la communauté urbaine en disant, écoutez, il existe un réseau qui s'appelle Fairtrade Town, qui est le territoire de commerce équitable. Vous pouvez l'intégrer à partir du moment où vous allez entrer avec nous dans cette démarche de créer des comités de pilotage, de créer des événements autour du commerce équitable, de re-questionner les pratiques de la mairie, la pratique du territoire. Et c'est vrai que ça a été très innovant et ça a donné une visibilité à la ville. Ça a redonné aussi le goût du travail de l'agriculture, ça a valorisé le travail des producteurs et des transformateurs et de tout le tissu économique local. Et ça, la collectivité en voit aujourd'hui les effets, puisque cette mise en avant dans ce réseau international a permis à la communauté urbaine d'Ebolova d'être identifiée par notamment des partenaires européens et notamment la ville de Bruges en Belgique, qui est quand même la capitale européenne du chocolat. Et effectivement, ça c'était nouveau. Aujourd'hui, bon, c'est un partenariat qui vit correctement entre Bolova et Bruges. Et ça, on continue de l'accompagner et on essaie de le dupliquer à d'autres collectivités. On était au Cameroun il y a quelques semaines et on a des collectivités qui partent dans la même logique en s'appuyant sur les établissements de formation qui développent des outils pour pouvoir déployer des projets comme la gestion des déchets. Donc,
c'est aussi dans ce sens-là qu'on avait créé ces partenariats en se disant que ça peut être duplicable. Autre slide, j'essaie de tenir le timing. Pour les institutions publiques, alors là, point de vigilance, nous, on n'a jamais avancé sans être dans la ligne des institutions publiques en France et au Cameroun, puisque voilà, les décisions politiques, elles sont là et on doit en être une illustration aussi bien en France qu'au Cameroun, tout en gardant cette liberté d'expérimentation. Et c'est vrai que pour les institutions, ça a été un sacré apport d'avoir quelque chose de concret à partager aussi dans leur réseau. Aujourd'hui, un travail sur la transformation, voilà, se faisait pas. On voit aujourd'hui qu'on est aussi on peut se lancer sur d'autres produits et c'est l'institution publique qui accompagne et qui appuie. Nous, on est juste là pour témoigner des difficultés ou des choses positives par rapport au projet de transfo ou au projet des établissements agricoles. Donc, sur l'autre slide. Alors, une spécificité aussi qui est apparue au fur et à mesure du projet, c'est que certes, on avait des acteurs, on avait quelque chose de très concret qu'on a toujours, mais il manquait en fait une structure pour faire l'intermédiation. Et en fait, on a décidé de créer avec les acteurs, de créer un centre de coopération franco-camerounais pour favoriser en fait le lien entre ces acteurs, pour pouvoir aussi veiller au bon déroulé du projet au niveau logistique. Quelquefois, c'est vrai que pouvoir accueillir des délégations, ça demande un peu une organisation logistique et là, aujourd'hui, on a un centre qui permet de gérer ces aspects-là, mais aussi de croiser des réseaux. Dans ce centre de coopération, on a associé beaucoup de nos partenaires, de notre réseau déjà français et camerounais, et de faire croiser les gens, ça permet aussi de multiplier les projets. Voilà, j'essaie d'accélérer un peu pour ne pas consommer tout le temps. Donc voilà, de quelle façon on peut inspirer d'autres initiatives. Donc, l'autre slide. L'idée, c'est que on est parti en se disant, ben voilà, c'est quoi le socle pour que ça fonctionne? L'établissement de formation, il est au cœur et son rôle, c'est d'incuber un peu l'initiative, c'est d'être là pour renforcer les capacités et c'est, on va dire, le point névralgique, le point de départ un peu de ce qui peut se faire. Après, le territoire et ses acteurs, c'est indispensable. Ça, nous, c'est un peu l'ADN de l'enseignement agricole, aussi bien au Cameroun qu'en France, de travailler avec le territoire et ses acteurs. On doit retrouver aussi la synergie avec les structures d'État. Aujourd'hui, on ne peut pas avancer sur un projet si on n'est pas en, si on n'est pas en corrélation avec les politiques publiques, sans pour autant les subir, mais au contraire les inspirer, voire les faire évoluer. On a fait, je sais qu'en France, par exemple, le projet a beaucoup inspiré l'évolution des coopérations entre les structures d'enseignement. Donc voilà, quelque part, ça marche dans les deux sens, hein. C'est mon descendant, mais c'est aussi très remontant. Et effectivement, comme je disais juste avant, une organisation qui est là à l'interface des acteurs, c'est indispensable parce que sinon c'est compliqué voilà, de relier tout ce monde-là. Souvent, c'est des échanges, c'est du bilatéral et autres, et on a le risque d'oublier un des acteurs. Donc, qui est une structure qui coordonne un petit peu et qui fédère, c'est indispensable à notre sens. Et qui peut être une association, un centre de coopération, qui peut être, voilà, qui peut prendre toutes les formes, dans la mesure où vraiment elle intègre tous les acteurs. Ça, c'est un peu le modèle qu'on duplique en ce moment, nous, un peu partout sur le territoire camerounais et sur d'autres territoires, hein. Je pense au Nigeria avec lequel on travaille aussi.
Et ça, cette synergie entre ces 4 grands acteurs, elle est indispensable pour que le projet se déroule. Donc ça aussi, c'était assez innovant. Slide d'après. Alors, j'ai les chocolatiers dans tout ça, parce que je reviens un peu sur le cœur de notre projet qui est la transformation du cacao en chocolat. Donc là, je fais un zoom vraiment spécifique cacao parce que la profession en Europe n'a pas vu d'un bon œil au départ la démarche qu'on avait, puisque on était sur une démarche où on redonnait la main en gros aux producteurs, on laissait la valeur ajoutée dans le pays, et finalement, les chocolatiers européens qui, eux, sont dépendants complètement de la masse de cacao produite, se disaient, moi, ça ne m'arrange pas parce que je préfère acheter des fèves plutôt que acheter du chocolat dans les pays où je me fournis parce que la plus-value pour moi va être plus faible. Donc on est intervenu nous, auprès des chocolatiers de la profession et en fait, ce qu'on s'est aperçu, que c'était au contraire très positif ce genre d'initiative parce que ça permet aux chocolatiers de développer des compétences qu'ils n'avaient pas forcément. Compétences surtout sur des savoir-être, c'est-à-dire leur rapport avec les producteurs. On voit aujourd'hui du bean to bar, des choses comme ça dans le cacao. La relation entre un chocolatier et un producteur de cacao, c'est pas si évident que ça. Et donc ça, c'est une nouvelle compétence qu'on est en train de travailler avec les chocolatiers, leur réexpliquer la nécessité de cette interculturalité, mais créer aussi des nouveaux modèles de développement économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec les chocolatiers en disant, écoutez, si vous facilitez le renforcement des capacités d'un producteur ou d'un transformateur au Cameroun ou ailleurs, vous allez pouvoir avoir la matière première qui vous convient à 100%, que vous allez payer en direct et plus passer par, entre guillemets, les grossistes. Il y a 4 grands, en gros, producteurs de masse de cacao dans le monde qui sont des grosses sociétés. Et voilà, et tout le monde va être gagnant. C'est vraiment une petite parenthèse qu'on avait faite, notamment avec les chocolatiers de Bruges. Les chocolatiers français ne sont pas sur cette logique-là. Malheureusement, j'ai tendance à dire, ils sont plutôt sur une logique, eux, de s'installer dans les pays et de devenir propriétaire des terres. Donc voilà, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on partage. Nous, on préfère que chacun trouve son équilibre. La slide d'après, voilà, ça, c'est un peu la conclusion. Je crois que j'ai consommé mon temps. Je ne vais pas prendre de temps sur les autres. Donc voilà, j'ai essayé d'être un peu synthétique. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je pense qu'on va